Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre édition d'aujourd'hui du magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël et le Moyen-Orient face à la pandémie de Corona, avec comme invité aujourd'hui à Paris Michel Gurfinkel. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes auteur de nombreux ouvrages historiques et géopolitiques à la fois sur Israël et sur la région. Vous êtes aussi actuellement rédacteur en chef émérite de Valeurs Actuelles, un hebdomadaire français d'audience nationale que vous avez dirigé de longues années. Et vous êtes aussi chercheur à un think tank américain qui s'appelle Middle East Forum. Alors, je voulais que notre émission aujourd'hui, c'est d'essayer de mesurer en quoi la pandémie de coronavirus, qui frappe durement la région aussi, puisqu'on parle de 100 à 120 000 personnes touchées dans les grands pays du Moyen-Orient, ce sont du moins des chiffres officiels, si ça se trouve, il y en a beaucoup plus. En fait, la question est de savoir si cette pandémie va ou non calmer le jeu. Et je voudrais, pour introduire notre propos, citer le fait suivant. 2 jours après que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ait appelé en milieu de semaine dernière un cessez-le-feu global dans le monde entier, plusieurs diplomates internationaux désignés comme envoyés spéciaux de l'ONU au Moyen-Orient ont répercuté cet appel en signant un texte commun qui a été publié ce week-end disant, je cite, « Les efforts pour combattre la pandémie de coronavirus ne réussiront pas du tout si les fusils des guerres et des conflits au Moyen-Orient qui enflamment le Moyen-Orient ne se taisent pas. Dans une période comme celle-là, poursuivent-ils, les intérêts étroits et partisans doivent être surmontés pour une plus large cause et pour le bien des peuples. » Fin de citation. Alors, un appel qui s'adressait aux belligérants, surtout des guerres civiles du Yémen, de Syrie et de Libye, ainsi qu'indirectement sans doute aux Israéliens et aux Palestiniens. Alors, Michel, pensez-vous que ces appels, a priori motivés pour des raisons humanitaires, aient quelque chance d'être entendus ? Alors, commençons par Israël et les Palestiniens. Nous savons que depuis le début de la pandémie, en dépit de quelques paroles désagréables qui ont pu émaner ça et là de certains milieux dirigeants palestiniens, sur le terrain, il y a une parfaite coopération, une parfaite coordination entre les Israéliens et les Palestiniens. Les Palestiniens des territoires savent parfaitement que leur meilleure chance de surmonter cette crise sanitaire, c'est de travailler étroitement avec les Israéliens qui, d'une part, ont des moyens sanitaires et médicaux de premier niveau, de toute première qualité, et qui, deuxièmement, semblent démontrer qu'ils font partie de la catégorie des pays qui gèrent relativement bien la pandémie et où il y a relativement peu de malades et, ce qui est encore plus important, relativement peu de décès. Donc, cet appel, s'il s'adresse aux Israéliens et aux Palestiniens, n'a pas beaucoup de signification. Il a peut-être un intérêt au niveau de l'opinion publique, mais tout s'arrête là. La véritable question, c'est de savoir si un tel appel peut être entendu des principaux autres belligérants des autres belligérants de la région. On pense aux Iraniens, on pense aux différents, disons, exécutants manipulés par les Iraniens dans la région. Malheureusement, ce que nous savons de la mentalité des dirigeants iraniens et des groupes qui sont inféodés à ce pays, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions stratégiques face à une crise sanitaire de ce genre, jusqu'au moment où ils seront littéralement fauchés par la maladie. Que se passe-t-il réellement en Iran aujourd'hui? Personne ne le sait
exactement, mais même les médias officiels iraniens font état quand même d'un bilan extrêmement lourd en Iran même. Qu'est-ce qui se passe en Irak, en Syrie, au Yémen réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement en Arabie Saoudite et dans le Golfe? On ne sait pas exactement, mais il est clair que la pandémie s'étend et que il n'y a pas les moyens nécessaires qui sont pris pour l'enrayer. Je voudrais simplement, à ce point-là, évoquer un épisode historique qui est très peu connu, qui a été complètement occulté pour des raisons politiques d'ailleurs, au moment où il s'est produit, mais que les historiens ont peu à peu reconstitué. C'est les conditions réelles dans lesquelles la Première Guerre mondiale a pris fin. On sait que la fin de la Première Guerre mondiale a coïncidé avec la fameuse pandémie connue sous le nom de grippe espagnole, qui était en fait probablement une grippe venant de Chine et qui s'était propagée dans l'ensemble du monde par au moins deux voies, une voie pacifique vers les États-Unis puis l'Europe occidentale et une voie eurasienne vers la Russie et ensuite vers l'Allemagne et les empires centraux. Ce que sur le moment on n'a pas vu parce que les états-majors ont tout simplement censuré l'information et qu'ensuite les historiens, pour diverses raisons, n'ont pas réellement, pendant très longtemps, eu la curiosité de regarder ce qui s'était réellement passé. Mais ce que nous savons maintenant, parce que les enquêtes et les investigations d'historiens ont eu lieu, c'est que en réalité, la grippe espagnole a été le facteur principal de la fin de la Première Guerre mondiale. Et qu'en particulier, la victoire des Alliés est due essentiellement au fait que la grippe espagnole, que les Allemands et les Autrichiens n'appelaient pas grippe espagnole, mais peste russe, russische Pest, cette maladie avait à ce point désorganisé et en fait rendu incapable d'agir les armées des empires centraux que ceux-ci n'ont plus eu les moyens de continuer la guerre. Et quant aux Occidentaux, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Américains, ils étaient également confrontés à l'épidémie et ils ont accepté l'armistice sans chercher, par exemple, à envahir l'Allemagne en novembre 1918. Ils l'ont accepté tout de suite parce qu'ils étaient épouvantés de ce qui se passait chez les Allemands et essentiellement chez les Allemands, mais en fait, nous savons aujourd'hui que la même chose s'est passée chez les Autrichiens, et ils voulaient qu'il n'y ait pas une situation analogue avec leurs propres armées, bien que celles-ci eussent été, elles aussi, touchées fortement par le fléau. Donc, nous avons un cas historique extrêmement intéressant où des belligérants, en fait, voulaient continuer la guerre. Les deux camps voulaient une victoire totale après 4 ans d'une guerre extrêmement dure. Ils voulaient une victoire très, très nette. Et ils se sont d'ailleurs livrés à des combats très durs dans les derniers mois de la guerre. Mais la guerre s'est arrêtée parce que tout simplement, les pays belligérants et les armées belligérantes ont été tout simplement atteintes et mises hors d'état de fonctionner à cause de l'épidémie. Je ne sais pas si un phénomène de ce genre va se produire au Moyen-Orient aujourd'hui, mais c'est un précédent qui est intéressant, qui mérite réflexion. Oui, tout à fait. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir cité. On n'en a pas assez parlé dans les annales géopolitiques des conflits. C'est effectivement un exemple passionnant. Il reste tout de même, à titre indicatif, vous le signaliez vous-même, que si l'on prend les principaux théâtres d'opération, on assiste plutôt à, non pas une surenchère, mais à une pure et simple poursuite. Alors, poursuite des combats qui durera ce qu'elle durera en fonction évidemment de l'évolution de la pandémie. Par exemple, on parlait du Yémen. Au Yémen,
ces derniers jours, des missiles ont été tirés fin mars par les Houthis, les rebelles pro-iraniens, sur l'Arabie saoudite. En Irak, les milices chiites qui sont manipulées aux ordres de l'Iran ont bombardé différentes bases américaines, comme elles l'avaient fait les mois précédents, et même des raffineries de pétrole à nouveau. L'Iran, quant à elle, vous en parliez, l'Iran a annoncé vendredi qu'elle poursuivrait l'enrichissement de son uranium envers et contre les clauses du traité dont on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, le traité de Vienne. Et puis aussi, l'État islamique a annoncé il y a quelques jours, au moment où la pandémie commençait à s'étendre, annoncé que c'était le moment propice pour attaquer les capitales occidentales et a donné feu vert à ces cellules, si on peut appeler ça ainsi, pour passer à l'acte, étant donné, a-t-il constaté, que c'était une punition d'Allah qui frappait surtout l'Occident. Ça, c'est eux qui le disent. Et puis surtout, c'était une situation qui désorganisait les services de sécurité, qui rendait plus facile les attentats. Alors, si on s'en tient au fait de la chronique des jours, de ce qui se passe depuis quelques jours, on n'a pas l'impression que le Moyen-Orient va aller vers plus de calme. Maintenant, si on est dans un cas de force majeure, évidemment, on verra bien ce qui se passe, notamment en Iran. Mais la situation où un appel humanitaire qui fait donc appel à la raison, qui, comme l'ont dit ces représentants de l'ONU, doit recourir, disons, à la mobilisation des efforts de tous les pays pour l'essentiel et pas l'accessoire, il ne semble pas que ça puisse être entendu. Écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'il y a deux cas extrêmement différents. Il y a le cas disons, des acteurs moyen-orientaux qui font un calcul rationnel. Prenez le cas, par exemple, des Palestiniens de Judée-Samarie et de Gaza. Les dirigeants palestiniens de ces deux territoires ont une rhétorique et souvent une politique, une action très, très anti-israélienne, très en deçà d'un rapprochement ou d'une détente avec Israël, mais en même temps, dans la réalité, ils ont pris conscience des implications que pourrait représenter la pandémie pour eux. Oui, tout à fait. Je veux citer à cet égard le fait que le Premier ministre palestinien Mohamed Chataye a dit avant-hier, a dénoncé les troubles, en tout cas les manœuvres d'Israël, a-t-il dit, à l'encontre des efforts de l'autorité palestinienne pour stopper la pandémie, comme si Israël empêchait les Palestiniens d'agir, alors que sur le terrain, comme vous le dites, ça, c'est la rhétorique. Maintenant, il y a la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, on la connaît. On sait qu'il y a une coopération totale sur le plan sanitaire actuellement entre l'État d'Israël d'une part et les deux territoires palestiniens. Le territoire de Cisjordanie, le territoire de Gaza. Il y a une coopération complète. Il y a tout simplement prise de conscience chez ces mêmes dirigeants qui ont une rhétorique anti-israélienne qu'actuellement, ils ne peuvent pas faire autrement que de coopérer pour assurer leur propre sécurité sanitaire, et je dirais presque pour assurer leur survie physique. Mais les enchères sont en train de monter tout de même. Je parlais de l'Irak, du fait de ces bombardements qui ne cessent pas et qui ont repris sur les bases américaines. Les troupes américaines qui n'étaient pas protégées contre les tirs de missiles ont fait venir des différents antimissiles, des missiles patriotes et d'autres procédés de défense. C'est-à-dire, on se prépare à des lendemains qui ne chantent pas. Tout cela est vrai, mais je veux dire, il faut voir deux choses. Les Allemands aussi ont voulu forcer le destin entre le mois d'avril et le mois d'août 1918. Ils ont d'ailleurs ils sont presque parvenus à forcer le destin. L'issue finale
la guerre de 1914-18, c'est vraiment joué en très peu de temps et sur très peu de choses. Donc, de même, le régime iranien et les différents Proxy, oui. groupes qui ont fait alliance avec lui et qui le manipulent ont une logique jusqu'au boutiste. Il résonne, c'est une vieille, on sait depuis que la guerre existe que un pays qui est atteint par une pandémie est un pays vulnérable. Il y a des civilisations entières qui ont disparu parce que en quelques semaines, leurs armées, voire leur population civile, ont été décimées par des pandémies. Donc, on peut comprendre le raisonnement et de l'Iran et des groupes qui lui sont inféodés, mais d'un autre côté, la réalité sur le terrain, c'est que si la pandémie se développe et ils ont de moins en moins les moyens de l'arrêter eux-mêmes, si la pandémie se développe, ils n'auront plus, je dirais presque, les moyens humains On sera dans un cas de force majeure. Maintenant, le jour où la pandémie va s'arrêter, généralement, une pandémie s'arrête toujours dans le scénario qu'on va dire qu'on va appeler le scénario le plus sinistre. La pandémie fait beaucoup de victimes et ayant fait beaucoup de victimes, elle a tué ses supports. Donc elle s'arrête simplement parce que les êtres humains que le virus colonise pour pouvoir vivre ont été tués par ce même virus. Donc souvent une pandémie s'arrête comme ça. Il peut y avoir d'autres scénarios où le virus est tout simplement colmaté par des politiques de quarantaine et enrayé par une politique médicale. C'est peut-être ce que nous vivons en ce moment. Mais lorsque donc cette pandémie sera dépassée, ce qui, bien entendu, n'empêche pas de réfléchir malheureusement à la possibilité d'une autre pandémie qui peut surgir. Maintenant, quand nous regardons statistiquement, il y a eu quand même en moyenne quelque chose comme une pandémie tous les 3 ans et demi qui est venue essentiellement de la région chinoise, qui frappe l'ensemble du monde. Et d'abord les pays occidentaux, le Moyen-Orient et les pays occidentaux. Donc, lorsque la pandémie actuelle sera révolue, et on verra quel sera le rapport de force. Et le rapport de force continuera à être que, en gros, les pays occidentaux se seront mieux défendus et seront donc toujours en possession de leur force de frappe sur le plan strictement militaire et qu'ils prendront des mesures appropriées pour leur défense ou des mesures appropriées, si nécessaire, de représailles contre des agressions émanant de l'Iran et de ses alliés. Il y a aussi le cas de la Turquie, puisque en Turquie, il semble que la pandémie se propage également très violemment et très fortement. Les dernières nouvelles que nous avons d'Ankara et d'Istanbul sont complètement sidérantes, puisque il semble que le président turc Erdogan, qui a créé un fonds d'urgence pour venir en aide aux autorités locales dans leur lutte contre la pandémie, a décidé de ne pas fournir cette aide aux municipalités qui sont contrôlées par l'opposition. Quand on sait que parmi ces municipalités contrôlées par l'opposition, vous avez Istanbul, la première ville du pays, 12 millions d'habitants, et vous avez Ankara, la deuxième ville du pays, 5 à 6 millions d'habitants, on mesure la folie d'une telle décision. Et ça, c'est l'information d'aujourd'hui. Vous la trouverez aujourd'hui même dans vos médias. Écoutez, Michel, je vous remercie parce que nous avons un plafond de temps et c'est vrai qu'on aurait aimé continuer à analyser cette prévision avec vous, cette prévision avec vous. Je vous remercie en tout cas depuis Paris de nous avoir éclairés et d'avoir finalement bien démontré que une grande incertitude planait sur l'avenir d'un certain nombre de régimes dans la région. Et en tout cas, une affaire à suivre. Je vous remercie de votre disponibilité et que de bonnes nouvelles pour de bonnes nouvelles pour nous tous.
À bientôt. À bientôt. Une refoua shlema pour tous ceux qui sont souffrants.